Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue pour ce 19e numéro du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout, mais surtout de n'importe quoi. Émission exceptionnelle, invité exceptionnel, on perd pas de temps à le présenter, il est là, il est tout beau, il est tout chaud, c'est Lolo. Youhou! Bonsoir à tous, merci Thomas pour l'invitation. Le seul qui s'introduit comme un DJ au Macumba, quoi. This is a for the night! All Tu vas night! faire péter les sons du micro, là, on va devoir régler la modulation. Bon Lolo, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, en pleine forme. Ah, ça se voit, ouais, je sais pas comment tu peux, mais... Oui, c'est un peu Tiens, en pleine bourre, mais en pleine forme. Tiens, bah tant mieux, écoute, on en aura besoin Pour de les ta petits auditeurs, je profite de l'occasion vite fait pour faire quelques petites surprises en préparation pour l'année prochaine. Oh là Donc là. voilà, Oui, donc tu es un homme beaucoup de très boulot. actif, tu Voilà. as rajouté la profession de pâtissier à tes heures perdues. Exactement, ouais. Donc, C'est ça. on pétrit. Non, mais on aura bien besoin de ta bonne humeur. Bon, alors Lolo, tu sais que c'est une émission importante puisque c'est la dernière avant un événement important. Oui, tout à Lequel fait. Bah, le match PSG-Montpellier qui est en train Oui. de se jouer. Exactement, c'est ça. Moi, je te parlais plus avant la 20e, parce que là, on est à la 19e. Mais bon, non, évidemment, on le sait, qu'en ces temps d'élection présidentielle, les chances se rapprochent. Et il s'agit donc de la dernière émission avant qu'on ait un nouveau blaireau, une nouvelle blairotte à la tête du pays. Sachant qu'en plus, vu comment la question de la culture a été traitée, mais par-dessus la jambe lors des différents débats, bon, Par-dessus l'épaule, même tu peux dire. ça hein, fait ça a quand même été- peur, ouais, j'ai l'impression qu'on va se contenter vraiment de ce qui se fait en ce moment. Personne n'a vraiment annoncé de grandes révolutions, que ce soit n'importe quel candidat. Donc voilà, on va essayer d'orienter cette émission dans un sens un peu politique, sans être non plus très rébarbatif, très chiant, mais vous allez voir qu'il y aura toujours un petit lien malgré tout. Alors bon, on commence comme à nos habitudes par la catégorie bande-annonce. Avec deux films, bon, sur lesquels on va pas s'attarder parce que je pourrais même pas te dire, Lolo, si ces films-là vont sortir en France. Ouais, Mais comme on a pu les voir ensemble, elles sont importantes parce que voilà, elles peuvent toujours faire un écho avec notre cinéma actuel. On trouvera des qualificatifs pour le définir, mais Tout à fait. ce qui est sûr, c'est que ces bandes annonces qu'on a vues en jetaient clairement. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point nous sommes un peu dans un espèce de coma éthylique, quoi. Tu vois, on s'en sort pas. Alors, quelles étaient ces bandes annonces? Il y a d'abord la première bande annonce d'un film italien qui s'appelle, on l'appelle Jig Robot. Ouais, qui a une espèce de chronicle italien. C'est ça, ouais. C'est vraiment pas mal. Les images, les effets spéciaux pour un film italien, ça surprend. Alors, je vais pas dénigrer le cinéma italien, mais tu sens que... Il est en période un peu de renaissance, on va dire. Ouais. Après la partie Ils des avaient années fait, 70 où c'était vraiment le meilleur cinéma du monde. Ouais. Là, Mais ça fait un petit moment que le cinéma italien commence un petit peu à renaître de ses cendres. Je me Oui. souviens qu'ils avaient sorti quelques films de gangsters comme Gomorrah. oui, voilà, ou, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cette grande culture. tradition du cinéma de gangster, tu vois, Romanzo Criminale, Gomorrah. Oui, Romanzo Criminale, il est le magnifique. dernier Ouais. film que j'ai trouvé génial l'an dernier qui était Subola. Ouais. Subola, je sais pas si mon accent, toi qui es italien, mon accent. Ah, va comment bene, tu va le trouves, mon bene, accent, va là bene. La mamma. Non, mais donc là, l'Italie, pays qui est quand même voisin, hein, enfin, on est frontalier avec l'Italie, je tiens à le rappeler ouais, aux producteurs clairement. du cinéma français. Eux, ils se mettent aux films de super-héros, les mecs. Ouais, Tu vois. et d'une bonne façon. Ça Ouais. fait penser d'ailleurs au film russe dont on avait parlé il y a quelques Voilà, temps. c'est ça. Où ça essaie d'innover, parce qu'en plus, quand je parlais de Chronicle, c'est une espèce de mélange de Hancock et Chronicle. Oui, c'est Où ça. le mec, c'est c'est-à-dire un que anti-héros, On suit un anti-héros, un voyou de base, un Ouais. peu, du coup... Bon, on a eu des super-héros Marvel qui sont passés, en fait, du côté obscur, on va dire, au côté lumineux. Ouais. Même si, apparemment, on sait qu'il va plus ou moins servir d'instrument au service d'un groupe criminel, en fait, qui vont Mais il va y avoir une évolution intéressante, parce que justement, c'est un questionnement. Pour parce faire que- des parce que- mauvais actes. Et Parce qu'en finalement, plus, il y a une peut-être- image avec l'enfant où le film
ne dévoile pas un petit peu, ne divulgage pas, comme on dit au Québec, parce que je veux éviter de dire des anglicismes. C'est très bien. Mais voilà, je les ai bien dressés. Il ne divulgage pas donc le film, mais oui, on sent que il y a vraiment une question existentielle, chose qu'on perd avec les DC et Marvel. Bon, on voit que niveau moyen, ça aura jamais la puissance colossale d'un Marvel ou d'un DC. Mais ça rend bien, tu vois. Ouais. Et finalement, tu vois la bande-annonce, t'es pris, t'es dedans, et puis... Il y a peu de frais. T'es pris à peu de frais. Quand tu regardes... alors, je suis désolé, on va parler un peu budget, mais quand tu vois que des films qui sortent actuellement, comme Gomsterdam et comme À bras ouverts, qui coûtent 17 millions d'euros... Non, parce que je suis désolé, tu parles de moyens. Chiffres, bon. Je suis obligé de faire une parenthèse. Explique-moi où tu mets 17 millions d'euros dans un film qui se passe dans un jardin. Je crois que c'est dans un truc qu'on appelle la schnouf, non ? Voilà, c'est entre deux prises, il faut bien que les mecs s'en... Le film, il coûte plus cher, Bras ouverts, coûte plus cher que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Avec un casting beaucoup moins dense. Réduit du tiers, presque. Réduit du tiers, de tiers même. Ouais. C'est ça. Non, mais finalement, je suis content que tu sois là, parce que, comme tu l'as dit, la dernière fois, on avait parlé de ce film de super-héros russe. Et en fait, toujours dans l'imaginaire des gens, les gens se disent... ouais, mais ça se passe loin, donc finalement, ça va pas nous toucher, nous. Mais putain, ça commence à se rapprocher avec l'Italie, le pays frontalier. Je suis sûr que bientôt, dans quelques années, tu auras un film allemand de super-héros. Et nous, on est toujours là à dire je vais attendre le prochain Arnaud Desplechin qui va sortir à Cannes, ou le dernier François Ozon qui va explorer toutes ces thématiques sociales pour discuter au Café du Commerce. Tu peux même dire que t'as complètement renié Arès, qui avait ses défauts, mais qui reste comme un très bon film de son tentative. Voilà, qui était une belle tentative. Bon, alors après, si je veux être un peu honnête, il y a eu un film qui se disait film de super-héros français. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film qui s'appelait Vincent n'a pas d'écailles. Ouais, mais c'est un Télérama, c'était un film intéressant. Le problème, en fait, c'est comme Grave. Si tu veux, c'est les mecs, ils saluent ça, mais juste parce qu'on est dans une pure logique autorade à la con. Grave, c'est pour moi un film d'horreur qui va beaucoup plaire aux gens de Télérama. Ouais. Et Vincent n'a pas d'écailles, c'était exactement le cas. Je l'avais rebaptisé un peu Vincent n'a pas de couilles, tu vois, parce que ça faisait une allégorie beaucoup plus pertinente par rapport au cinéma français que le film en soi qui n'avait de super-héros que le nom. Et là, tu vois, les Italiens, ils arrivent et ils vont percuter, quoi. Ils percutent, et puis surtout, ils posent de vraies thématiques, puisque qu'est-ce qui intéresse le super-héros, c'est le choix. Si on a de vrais pouvoirs, si on a des super-pouvoirs, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va les utiliser implique... Oui, une grande responsabilité, ouais. Et là, c'est clairement ce qu'annonce la bande-annonce. Il a des pouvoirs, il fait des conneries. C'est vrai que ça ressemble un peu à Chronicle, sauf que Chronicle, je crois qu'il déconne jusqu'au bout. Il y en a un qui commence un petit peu à se poser des questions. Dan DeHaan qui continue à péter un câble en tournant pour Besson, on va peut-être en parler. On peut en discuter, ouais. J'ai vu la nouvelle bande-annonce. Enfin, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être un scénario qui tenait sur un post-it. Un script qui tenait sur... il y a peut-être un scénario. Sur un coin de table. Il se peut... Oui, il se peut... tu sais comment on négocie ça dans les cafés. Hein. Tu prends 3 bières et tu griffonnes sur la nappe. Hein. Exactement. Le deuxième film que j'aimerais aborder avec toi, mon cher Lolo, c'est... alors, je vais essayer de pas écorcher un pardon à la communauté indienne de France, dans Porte de la Chapelle notamment. Babé Bali 2. Ouais, alors... Qui est la suite du premier. Je sais pas, je sais qu'il fait partie. Encore au-dessus. Alors, ce film, j'en ai entendu parler. Je vais te faire une confidence parce que j'ai un ami qui est donc d'origine indienne qui s'appelle Logan Bougadi, qui je crois qui fait partie des panthéonistes et qu'on avait déjà parlé. D'accord. Et qui parle souvent de cinéma indien. Donc voilà, donc c'est l'occasion de lui faire un petit clin d'œil. Un petit coucou. Et un petit coucou. Et le cinéma indien, c'est un cinéma qu'il faut suivre de près parce que il commence à sortir un peu de cette image fausse, parce que évidemment ce n'était pas que ça, mais du Bollywood, on rit, on chante, on danse à la fin. Là, ils nous mettent une leçon, quoi. Il y avait Kamasutra, un film indien qui est passé complètement inaperçu. Voilà, on vient de perdre tous nos auditeurs. On vient d'en gagner de nouveaux, je sais pas. Et pourtant qu'il y avait qu'un des acteurs de Lost, je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait les cheveux longs, là, l'Indien qui était aux cheveux longs, qui jouait dans Lost, et qui était un vrai film d'auteur indien. Ouais. Kamasutra, c'est-à-dire science du sexe, et c'était une histoire d'amour.
Très osé, hein, pour les Indiens. Sans blague. Bon, par contre, à côté, par contre, ce qui est drôle, c'est que on en rigole, mais à côté, François Ozon et Gaspard Noé, à côté, font figure de pâles amateurs quand tu regardes ce film. Ah ouais, carrément, même Gaspard Noé, putain, tu... Ah ouais, non mais là je tacle. D'accord. Si vous avez l'occasion de voir Kamasutra, Oh bah, t'inquiète que beaucoup de gens vont le voir maintenant qu'ils savent qu'il y a un film qui s'appelle Kamasutra. il vaut vraiment le coup. C'est vraiment un film D'accord. d'auteur indien qui vaut vraiment le coup. Là, tu te dis, bon, je connais pas l'histoire de l'Inde, hein, pardonnez-moi, mais là, on sent que c'est clairement une fresque épique qui s'inspire d'événements du passé. Et tu te dis, mais les mecs, vous oubliez que nous, on a aussi des chevaliers, on a des histoires de rois. Complètement. Enfin, voilà, bon, on peut pas laisser que José Dayan adapter Les Rois Maudits. À un moment donné, peut-être que nous, on va... Enfin... c'est intéressant ce que tu dis là, et c'est surtout important quand tu vois, par exemple, que l'Inde arrive à utiliser son passé, parce que bon... Quand tu regardes le film, c'est clair que c'est un 300 indien avec les ralentis. C'est aussi subtil qu'un Snyder, je trouve, mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait, ils s'éclatent, ils ont raison, ils tentent des choses. Le côté gros rock'n'roll de bourrin sur des images au ralenti. Ouais. Mais pourquoi pas? Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. Et sauf que nous, ouais, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec, tu parles des rois maudits, mais tu regardes notre histoire, tu regardes nos légendes, les légendes, même les légendes forésiennes, les légendes du Morvan, les légendes de Bretonne ou basques. Ouais. On n'est pas capable de... Et tu te dis, depuis le Pacte des loups, que de quoi. Oui, et en plus, ce Pacte des loups, c'est marrant parce que c'est le film qui a été défoncé, je crois, par la c'était critique. Un cadeau empoisonné. C'était un cadeau empoisonné pour Gantz. Ouais. Finalement, ça a sauf quand que même sauf que Gantz n'a fait quoi? Il a fait Silent Hill après. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il a essayé de mettre en branle des projets qui n'ont pas vu le jour. Et puis il y a eu... il est revenu avec La Belle et la Bête après. La Belle et la Bête, bon, qui n'est pas forcément une grande qualité. Enfin, la qualité qu'on attendait d'un Gantz. On s'en fout. Mais c'est dommage parce que... C'est juste que, bon, on voit les défauts, mais on se dit... Forcément, s'il n'y en a qu'un seul, on va forcément se focaliser plus sur les défauts du seul film qui est censé représenter un peu cette mouvance qu'on attend. Tandis que finalement, que tu en aurais 10, 15 qui sortent par an, bah déjà, on aurait un meilleur... Gantz, il avait quand même 3 projets qui n'ont jamais été aboutis. Après, et il a dit... est un peu trop exigeant parfois aussi, c'est sûr. Il a dit lui-même, après Pacte des loups, il a dit, le Pacte des loups, ce sera la dernière fois que je fais un film... je ne pourrai jamais refaire un film comme ça. J'ai eu le budget qu'il fallait, les acteurs qu'il fallait. Il y a plein de contraintes et tout ça. Il avait tenté son Raon qui avait l'air intéressant, mais voilà, qui n'a pas abouti. Ouais. Enfin, pour revenir au sujet, en plus, Raon, qui fait partie de la bande dessinée française, qui a été rachetée par Boudjelal, Soleil du Sud, édition Soleil. Donc je veux dire, on a tellement de catégories, on a déjà discuté. Et là, tu vois que les Indiens, ils se prennent pas le chou, ils ont envie de faire... les Indiens, il faut quand même rappeler qu'ils ont aussi fait l'Odyssée de Pi. Enfin, c'est Angli, mais c'était un film... je pense qu'il y avait plusieurs fonds. Mais surtout que là-bas, c'est pas une histoire indienne. Mais c'est vrai qu'en voyant... C'est un Canadien qui a écrit ça. En voyant ces deux bandes annonces, tu te dis, t'as 2 pays, 3, puisqu'on va parler de la Russie... 3 pays qui se prennent pas le chou, qui font des films qui s'éclatent, parce qu'en plus ils s'éclatent. Voilà. Après c'est vrai que tu vois un guerrier en ralenti. Moi ça m'éclate, j'ai envie de le voir ce film indien, quoi, de voir un mec. Nous on se gargarise en fait d'avoir un cinéma qui marche bien parce qu'on produit beaucoup de films, mais je me dis est-ce que finalement il faudrait pas en produire moins, mais que les budgets soient beaucoup plus répartis. Déjà mieux répartir les budgets, parce que c'est pas possible de faire un 17 millions d'euros avec Gangsterdam ou un budget de 17 millions avec dans un film qui se passe dans un jardin à bras ouverts quoi. En plus c'est pas possible. C'est déprimant. Il faut qu'on se présente aux élections, mon cher Lolo. Tout à fait. Mais bon, personne. En fait, le problème, c'est que je crois que personne n'a envie d'une vraie révolution et les gens se disent, en fait, tout va bien, donc on touche pas. Que ce soit tous les gouvernements successifs, il y en a aucun qui a vraiment eu envie de remettre un peu d'aplomb. Toutes les questions qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que les intermittents vont nous casser les couilles ou pas cette année, à revendiquer ou pas, mais ça se pose que sur des questions d'ordre syndical, mais la qualité, on la remet jamais en question. Pourtant, c'est Jean-Michel Ribes qui avait dit une fois, dans une interview quelque chose de très intéressant, il a dit, il faut savoir que le premier recruteur de France, c'est là où il y a le plus de métiers, de corps de métiers, en France, c'est la culture. Parce que tous les corps de métier, c'est le premier employeur de France, voilà, c'est le premier employeur de France, c'est la culture. On a des techniciens de génie en plus dedans. C'est pas comme si on pourrait pas le faire, c'est ça qui est chiant. On a les budgets, on a les techniciens, on a juste pas l'envie. Ou ce qui nous manque les techniciens, ils partent aux Gobelins, des Gobelins, ils partent où? Ils partent aux États-Unis.
Donc t'es pas capable. Donc et tout ça c'est dommage parce qu'en plus on a les moyens, mais ben voilà, on reste sur là. En plus là, je me dis en plus on repart, quel que soit le président, on repart pour 5 ans de nivellement par le bas, quoi. Tristesse. Bon, bah écoute, c'était notre petit coup de gueule politique. On va réaborder quelque chose de politique à la fin. On va essayer de passer assez vite sur les infos en vrac, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose. Je sais pas si c'est quand t'es là qui se passe. Ouais, c'est... Non, mais par contre, une annonce qui va te concerner, parce que je sais que tu suis beaucoup ce réal, puisqu'on annonce la remise en chantier d'un District 10, la suite de District 9. Ouais. Film qui a fait connaître Neil Blomkamp aux yeux du monde, qui à l'époque avait été chapeauté par Peter Jackson, mais c'est vrai que c'était un film de SF sud-africain qui sortait totalement des sentiers battus. Qui était suivi par Jackson, je crois, non? Oui, qui était supervisé par Jackson au niveau de la production, ou alors tu l'as bien chapeauté, mais... Sauf que depuis, la carrière de Neil Blomkamp bat considérablement de l'aile. Mais oui, on parle des échecs de Elysium, Elysium, celui de Chappie. Et surtout Alien. Tu vas le dire, Alien, et qui, le problème, c'est que Ridley Scott lui a fait une belle quenelle bien profonde. Ouais, c'est ça. Parce que le problème, c'est que c'était lui qui devait réaliser le cinquième. Il avait Cameron en soutien. En plus, il reprenait le projet, la trilogie de Cameron. Je sais pas si tu es au courant que Cameron voulait faire sa trilogie. Donc, t'imagines que Cameron, il était aux anges quand il a appris ça. Il se sentait plus pété, là. Les artworks étaient prêts. Le problème, c'est que, quand Scott, c'est Scott. Déjà, Alien appartient à Scott. Cameron n'a aucun droit dessus, il faut le savoir. C'est dingue. Et Cameron peut faire tout ce qu'il veut, de toute façon, c'est Scott qui décide. Comme quoi, t'es pas tant le roi du monde que ça, James, tu l'as cru, mais va retourner... Le problème, c'est que t'es au courant, du coup, que Scott, c'est une trilogie Alien qu'il prépare. Ah ouais, non, mais il a abandonné totalement. Et là, du coup, en fait, Blomkamp, l'espoir... totalement déchu. Ah, oui, et en fait, tu dis, District 10, ça va être le film de la dernière chance pour lui. En plus, il n'a même pas 40 ans, le mec. Il a 38 ans, je crois, Blomkamp. Oui, c'est un jeune homme, mais bon, tu dis que sa carrière, elle a été étouffée dans l'œuf à cause d'échecs successifs, mais surtout, Alien, je voulais t'en parler, parce que toi, tu es très à fond sur le sujet, tu suis vraiment toutes les nouvelles qui se disent. Et j'en ai une qui fait parfaitement la transition avec Neil Blomkamp, puisque, comme tu l'as si bien expliqué, Ridley Scott reprend la franchise de l'Alien, il continue sur sa lancée, quoi. Sort Alien Covenant bientôt, on va essayer de rattacher ça au maximum avec Alien, et qu'est-ce qui se murmure que finalement Sigourney Weaver pourrait revenir dans les prochains films de Ridley Scott, qui se passeraient donc avant l'Alien, mais attention, parce que on se dit... Sigourney Weaver, c'est pas une Highlander, tu vois. 60 piges. Voilà, les affres du temps ont effet sur elle quand même. Non, parce qu'est-ce qu'on va faire ? On va la numériser. Ah non, ils ont vu. Ouais, je sais très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont vu le Carrie Fisher dans Rogue One. Ils ont vu Peter Cushing. Ah non, mais c'est nul. Alors, faut savoir que cette technique, on va le rappeler. En fait, on va numériser l'actrice ou l'acteur pour lui redonner sa tronche d'il y a 20 ans. Et bon, ils ont pas compris. La première fois, je me souviens que ça m'avait marqué, c'était Terminator Salvation de McG, où là, il y avait eu une renaissance de Schwarzenegger, d'ailleurs. Ça passait, mais c'était l'espace de 5 secondes. 5 secondes, c'est pas marqué le coup. Mais... Voilà. Là, tu dis déjà, l'idée de faire revenir Weaver, tu vois, tu dis. Moi, déjà, l'idée de refaire. L'histoire du Nostromo dans le premier Alien semble tellement éloignée à des centaines. Complètement. À des centaines de lieues de ce qu'ils font dans le premier Tusk, que tu dis, mais arrêtez de vouloir créer. Est-ce que ce film, ils vont comprendre que Alien, on ne peut plus rien en tirer ? C'est ça qu'ils doivent comprendre. On peut plus rien en tirer. Des brousoufs. Ça fait Alien, ça va devenir. Tu sais quoi ? Pourquoi ça va devenir l'équivalent d'un Freddy ou d'un. Moi, je pensais à Resident Evil. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, dans Resident Evil, t'as pas d'icône, en fait. Bon, tu dis c'est un film de zomblard. Si, t'as l'autre, la Mia Jovovich. Je te parle en méchant, on va dire. Justement, t'as pas de méchant, mais moi je parle plutôt héroïne. Mia Jovovich. Oui, c'est ça, oui. Quel est l'intérêt de voir... Ce sont des slashers. Ce sont des survival, un petit peu mélange, je sais pas qu'on appelle ça. Ces films, c'est-à-dire qu'il doit y rester 1 ou 2 survivants. Si tu sais qu'à chaque fois, qui est le survivant à la fin, ça ne sert à rien. C'est là où Prometheus est complètement perdu.
À la rigueur, Ridley Scott, Ridley Scott, oui, le tout premier, ça marchait bien parce qu'on ne savait pas qui allait s'en sortir. Il y avait l'effet de surprise. Il y avait l'effet de surprise. Et là, tu te dis, Cameron avait bien, il a fait son truc de bourrin. Voilà, ça reste bourrin. Moi, j'adore ce Alien là parce qu'en plus, voilà, il y a d'autres survivants qui sont X, Newt et Bishop. Ok. Le 3, il est génial le 3. Le 3, c'est le plus mauvais des aliens. Ah putain. Le 3, en roue libre complet. On va faire un débat un jour, mais comment tu peux dire que le 3 est le pire quand il y a le 4 qui arrive après? Le 3 est un très bon film. Est un très bon film de cinéma, mais c'est le plus mauvais Alien. Et quand tu fais le Alien qui n'avait aucun sens. Aucun sens. C'est quand tu lis cette genèse, tu dis mais les mecs, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez fait un slasher. Ça peut pas être pire que le 4, je suis désolé. Le 4, il ne pouvait pas marcher. Le 4 après le 3 ne pouvait pas. Parce que le 4, c'est le syndrome Resident Evil. C'est-à-dire que tu reprends une héroïne, allez, tu mets 2-3 personnages. Toujours, moi, ce qui me tue, c'est quand les mecs de base, ils ont pas une idée à long terme de ce qu'ils veulent faire. Chaque fois, il n'y a rien de pire que de voir des gens qui essaient de raccrocher ça au maximum. Bon, on va citer quand même George Lucas, parce que lui a essayé, tu vois... On va en parler d'ailleurs. Mais c'était parfois très maladroit. Tu t'es dit, en fait, je peux pas faire une prélogie sans faire revenir, quel que soit le moment... des personnages qui seront dans la trilogie qui a été fait avant du coup. Ouais, mais moi je préfère que le truc c'est je préfère un George Lucas qui se plante avec sa trilogie qu'une Kathleen Kennedy qui est la superviseure mais parce que là ça devient vraiment cynique. Là ça devient vraiment George Lucas il a tenté de faire un truc personnel. Après mais il a essayé de faire un scénario. Voilà, il a été maladroit, mais il a essayé de faire un truc très maladroit. Mais il a fait, et c'était personnel. Il est arrivé jusqu'au 3 qui était un des meilleurs Star Wars. Et quand tu vois Kathleen Kennedy ce qu'elle fait avec la nouvelle trilogie, bon, je pense que tu vas. C'est pas possible. Et c'est ce qui se passe avec Alien. Mais si tu veux, l'idée c'est pas non plus de dire parce que les nouveaux Star Wars sont pourris que ça réévalue. Moi, c'est un peu ce genre d'argument que j'en ai personnellement un peu ras le cul d'entendre. C'est du coup, vous voyez que la suite de Star Wars c'est de la merde. Ça veut dire qu'en fait la prélogie était pas si mal. Non, mais par contre, c'est pas le même état d'esprit et la même volonté artistique en fait. Voilà. Mais en volonté artistique, il y avait plus de volonté de la part de George Lucas que Kathleen Kennedy. Si tu veux, on parlera, je pense qu'on va en parler du Star Wars 8. Je te dirai la bande-annonce que j'en ai pensé, mais tu sens clairement que, pour terminer sur Alien, donc et on a le cas avec Alien, puis on parlera plus tard de Star Wars 8. On voit très bien le projet de Blomkamp qui dit on va recadrer ça. Ça ne peut pas marcher un slasher où tu as toujours le même personnage. On sait toujours que c'est la femme dans Alien qui va s'en sortir. Elizabeth Shaw dans Prometheus, ça plante. On sait déjà qui va s'en sortir dans Alien Covenant. On le voit, on le sent à des kilomètres à la ronde. Semi-replay, comme une replay de remplacement. Ça ne peut pas marcher. Non, par contre, Blomkamp, ce qu'il voulait faire, il voulait aller au bout de ce qu'il voulait faire. C'est derrière développer la Wildland, développer justement ces aliens qui sont des machines de combat. Bon, ça plante. Mais voilà, le problème c'est que Scott, il dit ce qui plaît, c'est quoi? C'est une créature qui bouffe des gens. En plus, on en revient quand même à l'info, c'est-à-dire remettre une Sigourney Weaver. Oui, ça c'est encore plus ridicule. Alors, c'est soit tu l'as fait apparaître 5 secondes comme dans Terminator ou comme Princesse Leia, mais on sent que pour l'instant c'est une technologie qui est balbutiante. Normalement c'est balbutiante. Je sais pas si tu y as cru quand tu vois, mais tu sens clairement que on peut pas nous faire croire. Non, c'est du fan service. C'est du fan service dans mais c'est surtout dans le visuel. Tu peux pas y croire, quoi. C'est du fan service, c'est clair. Ouais. Par contre, dans Alien, moi je pense que Sigourney Weaver, c'est le clin d'œil pour dire on relance. Mais faut que ce soit un caméo, parce que s'ils essayent de nous faire absolument correspondre l'histoire de Ripley, je te dis, qui a l'air totalement. D'ailleurs, j'ai un problème avec Alien. Je sais pas si t'as percuté, mais le Nostromo, c'est censé être la première expédition. Allez, on va dire je te dis, je cherche plus. Et là, il y a moi, j'ai l'impression que quand je m'interroge, c'est comme les X-Men, quand je m'interroge sur la cohérence et la logique des films entre eux, j'ai l'impression qu'il y a un producteur devant lui qui fait un gros doigt, tu vois. Non, mais les X-Men... Non, mais là, c'est carrément le réalisateur, tu parles. C'est Bryan Singer qui a dit... Qui est dans un autre monde, lui aussi. Il est parti ailleurs, il n'a pas apprécié Brett Ratner. Déjà, c'est lui qui a quitté le projet X-Men, et le mec, il dit « Oh, Brett Ratner, il a cassé mon film. » Il fallait pas partir. Je vais faire des films comme si le 3 n'existait pas. Oui, mais quand tu fais des films comme si tes films n'existaient pas aussi, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème, tout à fait, ouais.
Enfin bon, voilà, petite nouvelle pas réjouissante. Alors la petite nouvelle, j'ai appelé la nouvelle peste ou choléra. Puisque, comme tu le sais maintenant, Disney, toujours à fond sur les idées, a décidé après La Belle et la Bête, après Blanche-Neige, de remettre un film Aladdin au goût du jour. Ouais, il y a Roi Lion aussi, ouais. Oui, le Roi Lion. Aladdin, ouais. Mais Aladdin, tu vois, c'est quand même l'œuvre phare aussi, après le Roi Lion des années 90 de chez Disney. Et donc, il s'annonce que Will Smith pourrait jouer le génie. Oh putain. Alors, bon, voilà. Alors, oui, sauf que moi, j'ai un choix cornélien à te proposer. Parce que moi, je me suis dit, Will Smith en génie, il faut arrêter de déconner. Sauf qu'en lisant le reste de la nouvelle, qu'est-ce que j'ai appris ? Que c'était Guy Ritchie qui allait faire le film. Alors, Lolo, je te propose un défi. Guy Ritchie ? Guy Ritchie, exactement. Donc, Lolo, petit défi, à choisir. Will Smith en génie ou Guy Ritchie à la réal ? Non, je peux... Alors oui, réfléchis, mais... J'ai combien de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, sans déconner, Guy Ritchie, c'est... Non, déjà, son Arthur, Smith, c'est un grand n'importe quoi. Non, ouais, mais Will Smith, il va nous faire le Prince de Bel-Air. Je suis désolé, mais c'est Prenez Eddie Murphy, les mecs, hein, dans ce cas-là. Ne prenez pas... Madame, tu veux 3 vœux ou quoi, mec ? En plus, je vois absolument pas en génie Will Smith. C'est-à-dire, en plus, il va devoir... Il paraît qu'il a abandonné Dumbo parce qu'il demandait Dumbo, 20 millions. Ouais. Les producteurs qui sont quand même des fêlés total, mais pas à ce point-là, tu vois. Donc là, mais tu te dis, ouais, Will Smith en génie. Mais je sais pas, je te dis, à la limite, je préférais qu'il le garde, mais qu'on... Guy Ritchie, j'en sais rien. Guy Ritchie, je suis très étonné pour la réal parce qu'en plus Disney cherche vraiment des mecs qui appliquent à la lettre ce qui a été fait en dessin animé. Guy Ritchie, c'est un cache-teneur, Guy Ritchie. Il faut pas le prendre pour plus artistique qu'il l'est. C'est un cache-teneur. C'est pas faux. Mais le. Non, mais tu vois, je pense que si on pose cette question aux auditeurs, à mon avis, ils n'auront pas la réponse. Puis les producteurs, en plus, les producteurs, et en plus, il va faire Bad Boys 3 avec Denzel Washington. Jamie Foxx. Donc c'est-à-dire que si le mec on lui refuse pour 20 millions, il va arriver avec 30 millions parce que s'il relance sa carrière avec Bad Boys, carrière. On aurait pu la citer dans la rubrique nécrologique du bilan de l'année. Hein. La carrière de Will Smith. La carrière de Will Smith est morte. Ouais. Quoique non, pas tellement parce que pas tellement parce que Suicide Squad 2. Suicide Squad 2, et c'est lui qui supervise, hein. Oui, mais et ouais. Oui, mais les mecs tournent, mais ça n'empêche qu'il faut de la merde. Et encore pire, moi je t'annonce Gotham City Sirens, réalisé par... Oh putain, je l'ai vu, mais je m'en souviens... David Ayer. Ah, écoute. Ah, non, mais c'est... Voilà. Ouais, je pense pas Vous êtes encore là ? Vous n'êtes pas pendus, les enfants ? C'est ça. Il y a encore des auditeurs au bout de la ligne, là. Allez à la rigueur, je réponds à ta question, Guy Ritchie, parce que tant qu'à faire, puisque c'est un peu... De toute façon, t'auras un cache-teneur. Quoi qu'il se passe, t'auras un cache-teneur, que ce soit Jon Favreau, que ce soit Bill Condon pour La Belle et la Bête. D'ailleurs, j'attends toujours qu'on m'explique à quoi sert ce film. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est des cache-teneurs, mais tu te dis, bon... Guy Ritchie me fait penser à J.J. Abrams, quoi. Ouais. C'est le genre de mec qui en fait a tout compris au système hollywoodien, c'est-à-dire qu'en gros on ne fait que du recyclage. Moi j'aurais mis Terry Gilliam. Enfin si t'as vraiment une démarche artistique, tu vois. Non, puisque c'est pas ce que recherche avec les Disney, c'est que de la copie. Là je me mets dans l'idée que les prods se sont dit tiens on va faire des films. Non, c'est pas... Non, ils font juste en live. C'est pour ça que tu n'auras pas un vrai artiste, tu auras juste un mec, un J.J. Abrams, un Guy Ritchie, ce genre de mecs qui sont juste là pour mettre en application. Non, c'est quand même hallucinant parce que Guy Ritchie, c'est des mecs que... même moi, je l'avoue, que des mecs que beaucoup ont vénéré à une époque. Tu vois, l'époque des Snatch et des arnaques crimi botaniques. Les gars, ils se sont dit, putain, c'est Tarantino anglais, machin. Et putain... Mais t'en as qui n'ont toujours pas décroché, et ils continuent à le vénérer plus que de raison. Moi, j'ai lâché l'affaire, tu vois. Ah, mais le problème... Même Sherlock Holmes, c'est bien quand tu passes... mais là, tu mets le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que maintenant, le système hollywoodien, c'est qu'il repère des jeunes réalisateurs qui percutent et qui marchent bien. Et le problème, c'est qu'ils se font vite prendre. Tu prends Trevorrow. Colin Trevorrow, il avait fait un super film qui est passé à Sundance. Tac, d'un coup, Spielberg le récupère et il t'enchaîne Jurassic World et Star Wars 9. En plus, c'est le 9 qu'il fait. Hein. Rian Johnson fait un super film qui s'appelle Looper, un film indépendant. J.J. Abrams et Spielberg, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah bah attends, on va le récupérer. Voilà, c'est les deux. Je te parle d'eux parce que ce sont des mecs qui ont été révélés à l'époque, ont été assez super à l'époque.
Et puis finalement, que Hollywood va vite happer. Et le problème de jeunes réalisateurs, Trank, il s'est fait, mais le mec, il a à peine démarré, je t'aime pas Chronicle. Je déteste Chronicle. Mais le mec, il démarre Chronicle. Allez, on se dit super carrière. Le mec, il s'est déjà fait griller avec les 4 Fantastiques. Donc, il y en a plein comme ça. Il s'est fait même virer de Star Wars. Il s'est même fait virer de Star Wars. Donc, c'est le problème de la machine hollywoodienne. C'est-à-dire que tu as des jeunes artistes qui arrivent. Mais après, voilà, ça laisse plus de place à l'innovation. Après, tu as des David Ayer, tu as des Guy Ritchie. Ce sont ces mecs-là qui s'en sortent. Hein. Hélas. Alors. Bon, Lolo, dernière info, après tu vas parler de ce que tu as envie de parler, puisque je laisse souvent carte blanche à mes invités. On va revenir sur le sujet politique. Alors là, bon, on va essayer de sortir de toute considération pour qui tu votes, machin, truc chouette, mais on voit qu'à chaque présidentielle, tu as le lot d'acteurs qui expriment son choix. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que dans nos contrées, en fait, il y a un candidat qui suscite admiration chez certains acteurs outre-Atlantique. Je veux parler de Sa Sainteté Jean-Luc Mélenchon, qui a reçu le soutien de Mark Ruffalo, ton sosie, mais qu'est-ce qui lui prend, bordel de merde. Je déconne. Danny Glover et surtout Pamela Anderson. Alors, comme je te dis, je me fous de savoir qu'il supporte Mélenchon ou quoi, je m'en bats les couilles. Seulement, ces gens-là ont signé une tribune appelant les Français à voter pour Mélenchon. Je pense que c'est l'effet Trump. Ouais, mais alors là, tu te dis à un moment donné, les mecs, juste, déjà, ils se rendent pas compte que c'est déjà assez insupportable pour un Français d'entendre des acteurs français à chaque fois dire guider, tu dois voter pour ça, tu dois voter pour ça, tu vois, et ils sont exprimés pour le Brexit aussi, tout ça. Je te dis, que ce soit bien ou pas, je m'en fous, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a changer les choses en France, ça vient pas aussi de changer les mentalités et d'arrêter pour certains pseudo-artistes, je te mets 36 guillemets derrière, de toujours se croire au-dessus de la masse et finalement de dire vous devriez voter pour un tel. Ou alors tu deviens carrément un militant, mais il faut l'assumer. Tu peux pas te placer comme juste dans la vitrine en disant tiens, je vais mettre le plus de vedettes possible à côté de moi, ça fera joli. Soit ce sont des militants ou alors des soutiens, mais là tu as quand même des acteurs américains genre qui n'ont jamais vu la France plus que Cannes ou Saint-Tropez ou tu vois ça. Pamela Anderson, ça m'étonnerait qu'elle connaisse Guéret dans la Creuse. Tu vois, est-ce qu'elle a lu le programme au moins avant d'ouvrir sa tronche ? Non, on lui a dit oui, il sera gentil avec les animaux, tu vois. On s'en fout que ce soit et Marc Ruffalo non plus. Non mais je trouve ça assez dingue parce que là on marche sur la tête, tu vois. Déjà ça me faisait chier quand j'entendais des Français dire pour qui les ricains devaient voter. Et là, on se tape ça, quoi. Le problème, c'est qu'en plus, ça risque de faire l'effet inverse. Exactement. C'est-à-dire que si les stars commencent à s'en mêler, ce qui s'est passé avec l'effet Trump, l'effet Trump, c'est toutes les stars se sont mis derrière Hillary Clinton en disant ouais, votez, et finalement c'est Trump qui est passé. Si ces mecs-là ne veulent pas d'effet Trump, non, qu'ils parlent pas, quoi. C'est-à-dire que ou alors de façon plus. C'est pas la raison, mais je suis persuadé, et on en avait parlé lors des Oscars, où évidemment c'était plus une convention démocrate qu'autre chose, mais les gens n'ont pas le recul de se dire mince, si on a eu le résultat qu'on ne voulait pas, c'est peut-être parce que aussi on a trop ouvert notre bouche, on s'est trop pris pour des intellects, des intellectuels, on a donné notre avis, on a donné des consignes, et ça s'est retourné contre eux, quoi. C'est ce qui risque de se passer, parce que d'ailleurs les artistes français... Je m'attendais pas d'un coup à ce que des stars américaines, comme je te dis, qui souvent ne voient que la France, que les Champs-Élysées ou le Festoche de Cannes, qui vont pas se perdre à Périgueux ou on est d'accord. Oui, mais surtout qu'en plus il y a des artistes quand même à 100 lieues de ce que vivent les Français. Donc comment vous pouvez vous mettre dans leur tête et savoir qu'est-ce qui serait bon pour eux, quoi. Je crois que le seul artiste français qui s'est vraiment ouvertement c'était Franck de la Personne. Oui, là carrément lui il a rejoint les rangs du Front National et c'est carrément affiché, mais je vois pas. Il va se présenter, il me semble, pour les prochaines législatives, tout à fait. Tu vois. Tout à fait. Là pour le coup. On critique ou pas le choix, mais je trouve ça beaucoup plus honnête et assumé, tu vois. Parce que là, carrément, le mec rentre dans le rang. Il rentre dans le rang. Mais les autres sa carrière de côté. Ce qui est intelligent, c'est que les autres artistes français n'ont pas trop fait appel au vote. Alors, peut-être... Non, mais après, il y a peut-être si jamais tu as Mélenchon-Le Pen ou un... Bien sûr. Là, bien sûr. Non, mais tu as le côté... Je donne mon avis, je dis qui je soutiens. À la limite, on te pose la question... Soit t'as pas envie de... Mais tu vois, dire son avis, je veux dire, c'est le propre de chacun, on te le demande, on me le demande.
Oui, comme n'importe Alain qui a le Delon droit a de dit dire avec, son avis. ouais. S'il a envie de dire qu'il supporte, ok, mais à aucun moment tu ne dois dire je vous appelle à voter pour machin. C'est ce qu'ont fait Ruffalo, Glover et Pamela. Mais de toute façon, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que c'est du parisianisme pur et dur, sauf qu'eux, ils sont pas Là, parisiens. c'est carrément de Mais l'hollywoodisme. ça m'étonnerait que le Perpignanais, ou sans dénigrer Perpignan, ou Guéret, ou Périgueux, Ouais. Danny Glover, ça fait combien de temps je croyais qu'il était mort, pour te dire. Bon, Pamela Ouais, Anderson, c'est ça, c'est un petit peu assagi, mais voilà, avec les animaux, depuis qu'elle a un chat. Mais voilà, il y a que Marc Ruffalo, effectivement, on connaît, Oui, mais Marc Ruffalo, c'est pas un acteur qui est connu du grand public, quoi. C'est le grand public français, je pense pas qu'il a une profonde connaissance. pas quelqu'un. On l'a vu une fois faire un Avenger. C'est Hulk, voilà. Ouais, c'est Hulk, mais impossible de savoir d'autres films. Enfin, si tu connais pas le cinéma, je connais pas beaucoup de gens qui sont allés voir Spotlight. Enfin, tu dis, les Américains ont toujours un coup d'avance sur ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et souvent, nous, on récupère la patate chaude des années après. Mais là, tu te dis, ça va rimer à rien, quoi. Non, ça ne rien. En plus, surtout que nous, les artistes français, on sait très bien que la plupart sont plutôt de gauche, mais sont plutôt bien gardés de prendre leur camp. Ouais, surtout dans une direction aussi indécise. Donc, pourquoi prendre le pas et dire aux gens, allez voter ça? Ça va faire l'effet inverse. Et c'est ce qui s'est passé avec Trump. C'est-à-dire que là, Exactement. ils n'ont même pas pris conscience, ils n'ont pas pris retenu l'expérience de Trump. En même temps, tu demandes à des gens dont on cire les pompes à longueur de journée de se remettre en question. Oui, c'est pas faux. Et ça, c'est compliqué. Quand on dit toujours toute la journée, t'es le meilleur, t'es génial. Ouais, c'est pas... Oui, t'es le génial, et puis du coup, puisque je suis génial, donc je suis un moralisateur, donc je vais t'expliquer que ce que tu fais, c'est pas bien. Déjà, ces gens-là, ils ont pas à se mêler. C'est pas s'il y a des artistes à se mêler, à la rigueur, c'est des artistes français et non pas des artistes américains ou autres. Surtout qu'en plus, que ce soit Mélenchon, Le Pen, Macron qui passe, la politique française n'aura pas une énorme incidence sur la politique internationale. De toute façon, on sait très bien que ce sera soit c'est toujours Trump et Poutine qui vont diriger, qui vont jouer à la belote, et nous, on est au milieu sur la table. Donc il faut arrêter. C'est surtout, en plus, comme je t'ai dit, c'est l'appel au vote suivant les considérations et les petits desiderata des stars hollywoodiennes qui sont quand même à 100 lieues de ce que vivent les Français, des problèmes. Je sais même pas s'ils sont au courant qu'il y a un flic qui vient de se faire plomber dernièrement. Clairement. C'est comme Schwarzenegger qui s'abonne à Charlie Hebdo. Bon. Ouais, il doit l'avoir dans ses chiottes. Mais ça m'étonnerait que... Oui, c'est vrai, tu m'as rappelé ça. C'était bon, ça. Je connais Charlie Hebdo, je vois un petit peu comment il est, Schwarzenegger, parce que c'était un républicain, puis c'était l'époque où il était assez... Un pur et dur, lui, en plus. Et Charlie Hebdo... Mais il n'avait pas voté pour Trump. Non, il n'avait pas voté pour Trump. Non, ils ont même réglé leur compte. Mais je crois que lui, par contre, c'était qui l'autre qui voulait prendre la place de Trump? Ils étaient deux, je sais plus. Mais non, il aime pas du tout Trump. T'as toujours Papy Eastwood qui fait de la résistance, lui. Lui, je me demande si... D'ailleurs, il va faire un prochain film, tu sais quel sera le sujet? Non. L'attaque du Thalys. D'accord. Ah ouais. Pourquoi pas. Bah, écoute, ça fait partie de ces râles qui maintenant n'explorent que les faits divers. C'est assez marrant, mais bon. Mais Enfin, fait divers, bon, c'est quand même un truc important. Mais tu vois... Eastwood, de toute façon, en tant que réal, il avait une période dorée avec $1 Million Baby. Grand Torino. Même Grand Torino a commencé à me gaver. Je savais déjà la fin. Ah ouais, j'adore. Pour moi, c'est le barreau d'honneur d'un mec qui fout un gros doigt d'honneur à tous ceux qui l'ont craché dessus pendant des années. Ah ouais, tu l'as dit, c'est le barreau d'honneur. Et après Grand Torino, le film qu'il a fait... Il est en roue libre, voilà. Mais bon. Enfin bon, évidemment, je sais pas si Marc Ruffalo, Danny Glover nous écoute. Peut-être qu'on est transmis en radio pirate à LA, mais juste occupez-vous de vos salades, quoi. Par pitié. Ouais. Enfin, notez que des gens intelligents, ils n'auront pas l'idée de vous dire pour qui vous devez voter, donc évitez-vous de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, s'il vous plaît. Petit message amical. Mais bon. Toujours ravi d'avoir votre sosie, monsieur Ruffalo, n'est-ce pas? Je vais me transformer pas en Hulk. C'est ça.
Bon alors Lolo, c'est la fin, moi en tout cas j'ai plus d'infos à traiter. Toi, est-ce que tu avais envie de revenir sur certaines Écoute, choses? politique, je voulais parler de... Là, j'ai 2 sujets. Je voulais d'abord parler... Bah, tu vois, c'est... Quand tu parlais de ça, ça fait penser à certaines personnes qui s'occupent de... qui s'occupent pas de leurs affaires et qui font des sorties un peu... Je pense par exemple à Idel Haenel. Oh là, alors elle est gratinée. Hein. Qui une fois s'est amusé à sortir que le cinéma français n'avait pas assez de représentativité au niveau des femmes et compagnie. Sauf que je suis en train de regarder... Elle avait dit précisément, le cinéma français c'est surtout que des hommes blancs. Alors que aujourd'hui, ça tu connais mon avis là-dessus, aujourd'hui je suis en train de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de réalisatrices femmes qui se révèlent, du Corneau avec Grave, Justine Triet, bon voilà, qui marche bien, hein, attention je rentre, Eva Husson qui a été adoubée par Lars von Trier d'ailleurs, sans oublier c'est celle qui avait fait Bang Gang, ouais, tout à fait, que t'as aussi que t'as toujours... Catherine Breillat, t'as Anne Fontaine, Azuelos, et le voilà. problème, c'est que je mets Anne Fontaine au-dessus du lot, et pour moi, toutes les autres sont achetées. Hein. Mais elles sont là, elles font le boulot. Elles sont là. Non, mais après qu'on ne dise pas, tu après, vois... du Chrono, pour moi, où sont nettement meilleurs qu'un Chapiron, et Claire Denis est largement meilleur qu'un... Comment il s'appelle? De Chauvron, quoi. Mais là, t'es sur deux thématiques totalement différentes, tu vois. Ouais, mais tu vois, une Triette, une Triette, je préfère Justine Triet à De Chauvron. De Chauvron qui fait possiblement. Mais si tu veux, faut pas dire que tu préfères parce que c'est une femme. On s'en fout, c'est la qualité des films. C'est la qualité du film. Et c'est pas juste en mettant en avant le fait que ce soit une femme, justement, tu perds totalement l'idée de te dire, bah tiens, on voit un film de quelqu'un qui nous propose une histoire avec son point de vue de mise en scène sur le monde, sur avec des acteurs, un jeu d'acteurs. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire des quotas? Et c'est le problème avec NL qui te sort ça et que tu regardes, tu te dis mais attends, mais Grave, en fait ça dévalorise en fait, c'est le travail de ces femmes là. En plus, moi je suis un peu mon cynique, pardon de te couper, mais je suis persuadé que Grave qui a des qualités, mais je pense qu'il a été beaucoup encensé parce que c'était une femme qui était réelle. D'ailleurs, de toute façon, échec commercial, mais succès critique, ça c'est sûr. Et sur la critique, ce film a été. Mais bon, ça me fait penser, des gens qui parlent sans rien dire, ça me fait penser, à Enel qui sort ça, et tu dis, mais Enel, tu réfléchis un peu. En plus, on essaie de mettre, et puis même au niveau d'acteurs, on essaie un petit peu de mettre en avant certains acteurs, des actrices ou des acteurs qui. On s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout du sexe, foutez-nous la paix, faites des bons films, c'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on demande, tout à fait. Et ça me fait réagir. Sinon, le truc, c'est qu'il y a il y a Star Wars, la bande-annonce de Star Wars 8. Moi, je vais te dire, je savais que c'était l'événement des semaines qui ont suivi, mais alors, elle m'a tellement pas inspiré. Enfin, tu vois, je la vois, j'ai vu, j'ai revu, mais putain, tu te dis, bon, alors on a compris, quoi. Star Wars 7, remake du 4, Star Wars 8, remake du 5. On est d'accord. C'est clairement, tu viens de dire ma pensée, c'est clairement ça. C'est, en fait, j'ai l'impression que la nouvelle trilogie Star Wars, et cette bande-annonce ne fait que le prouver, surtout quand tu sais que c'est Kathleen Kennedy qui est à la direction. Chapeau de tout, hein, putain. Et Kathleen Kennedy, c'est une très bonne amie d'un certain Steven Spielberg. C'était sa productrice. Sa productrice, bien sûr. Et quand tu regardes les 3 réalisateurs, parce que tu te dis, mais je comprends pas, parce que tu as expliqué à Alien qu'il fallait un réalisateur qui tienne ça, et tu as 3 réalisateurs différents pour faire une trilogie, c'est quand même... Mais non, en fait, c'est dirigé par Kathleen Kennedy. Je pense que Spielberg, de façon... on va dire officieuse, parce que tu regardes les plans, parce que certains plans du 8, c'est du Spielberg. Plus tu as le côté, justement, on va moins assister bizarrement sur l'action, mais beaucoup plus sur la formation de Rey. Tout à fait. Tiens donc, comme dans l'Empire contre-attaque. Comme dans l'Empire contre-attaque, tout à fait. Comme l'épisode où il y a le moins d'action dans l'Empire contre-attaque. C'est moins d'action, tu sens qu'ils vont se faire défoncer, parce que dans la bande-annonce, tu sens clairement que le Finn et le Damon Poe sont en train de partir... S'ils pouvaient se faire dire. Enfin, moi je te dis, maintenant on subit ça. Moi j'ai même plus l'impression d'avoir une espèce d'attente de cinéphile. J'ai l'impression de le subir, tout simplement. Et finalement, je me dis, oui, alors bon, il y aura Luke, ok. Il y aura Carrie Fisher, bon, pour son dernier rôle. Ouais. C'est peut-être ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ?
Parce que même scénaristiquement, Parce que finalement, tu as appris qu'elle serait pas dans le 9, hein, même retouchée. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle y sera pas. Oui, mais ils pensaient la retoucher encore, tu vois. Ouais. Et il y a un truc aussi... Tiens, d'ailleurs, le seul qui arrive à tirer son épingle du jeu dans Star Wars, c'est John Boyega, qui va jouer dans la suite de Pacific Rim. D'accord. Voilà, mais c'est plus Del Toro, le réel. Mais c'est Boyega qui aura le premier rôle. J'ai Pacific Rim, donc il peut filer ça à Mylène Farmer s'il veut, peu importe. Il sera dans le prochain Pacific Rim. Mais non, rien à tirer. Bah, rien à tirer, quoi, ouais, c'est... voilà, t'as pris le 5, et t'as le 8. Rate. Rien à tirer. S'ils vont jouer sur un truc, mais d'ailleurs qui est très Indiana Jones, qui est très Spielberg d'ailleurs, c'est le fait qu'on va apprendre peut-être l'origine des Jedi. Il y a 2-3 trucs qui vont te montrer l'origine des Jedi. Alors qu'on est tellement loin dans l'histoire, maintenant on va te faire une rétrospective Jedi et ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est surtout déjà qu'on avait gueulé... Surtout quand tu vois comment ils l'ont traité dans le set, tu te dis vous êtes parti totalement à l'envers de ce qu'il fallait faire. Et à mon avis, vous n'avez rien compris. C'est ça. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que les gens vont encore s'attarder sur 2-3 batailles de vaisseaux spatiaux bien faites. Ça, oui, c'est bien fait, mais il n'y a pas d'âme, quoi. Et comme tu le disais, en plus, le fait qu'ils filent ça à 3 réals, tu peux te dire, ouais, ok, ils ont tous été chapeautés par Spielberg, donc éventuellement, il y a une patte. Mais normalement, un réal, ça met du temps à préparer son truc, tu vois. Et en fait, c'est juste histoire que les films s'enchaînent les uns après les autres. Après le 8, qu'est-ce qu'on va se taper ? On va se taper le film sur Han Solo. Ouais. Donc qu'est-ce que ça rime ? Et ils ont déjà commencé pour 2020, le troisième. Ils se disent même qu'après le 9, ça pourrait encore continuer, tu vois. Donc, ils vont... Après le but, je sais pas, après j'extrapole parce qu'on n'a pas vu le 8 ni le 9. Mais de toute façon, le but c'est d'attaquer l'Académie de Jedi. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que quand tu as des prémices, tu n'as pas une idée certaine, mais tu as des prémices par rapport à ce qui s'est fait sur le 7. Et le 7, tout le monde l'a adoubé. Pas en public, je te parle. Oui, je l'ai pas vu se faire défoncer nulle part. Non, il a pas... Juste, tu as des émissions comme ça de radio, cinéphile, tu as des vidéos sur le cinéma qu'on peut trouver sur Internet, qui là expliquaient vraiment tout ce qui allait pas. Mais... dans l'ensemble, tout le monde est content de ce qu'il y a eu du résultat du 7. Hein. Ouais. Personne ne le remet en question. Tu vois. Alors que le 7 est peut-être encore plus bancal, c'est pour ça qu'on est il a aucune cohérence. Ouais. Moi j'ai l'espoir, parce que c'est Rian Johnson, mais c'est tout. Mais en même temps, je me dis, c'est Rian Johnson dans Disney, sous la direction, comme tu as dit, de Kathleen Kennedy. Donc ça veut dire qu'en gros, elle a une paire de ciseaux avec tes roubignoles, et si jamais tu dévies de travers, tu peux dire adieu à ton En plus, en collaboration avec Bad Robot. Bad Robot, qui est donc la boîte de J.J. Abrams. Qui a fait beaucoup trop de mal, à mon avis. Voilà. Non, bon, moi je te dis, elle m'avait tellement pas inspiré que je me dis, voilà, passons outre, mais bon... c'est bien qu'on ait cette discussion. Donc on est d'accord en plus là-dessus, c'est une copie. C'est tragique. Bon, écoute. Et en plus, on va se taper des micro-infos, des tas de gens vont commencer à théoriser ce qu'on voit, ça devient insupportable. Qui est Snoke, alors que le truc de tout le monde se fout. J'ai vu un truc, c'est... Quiche Lorraine, il a une cicatrice et c'est plus la même que dans le 7. Et vous avez compris qu'on s'en foutait de ce genre de choses. Mais c'est même pas... ça alimenterait même pas une discussion au café du commerce, votre truc, quoi. Arrêtez de nous gonfler avec des micro-informations dont on se fout, quoi. Je sais bien que nous, on traite les informations en vrac, mais vous, c'est même pas de l'info, quoi. C'est dommage, parce qu'en plus, Star Wars, je pense que c'est le fondation d'Asimov raté. Il aurait pu être le fondation cinématographique, mais il est complètement raté. Ou ce que Dune aurait dû être, c'est-à-dire que ça aurait dû être une saga, voire même Hyperion. Dune, t'as un mec qui s'appelait Frank Herbert qui a pensé sa saga du début jusqu'à la fin, quoi. Comme fondation. Il n'avait pas des 36 trous du cul du marketing qui se disent tiens, laisse tel personnage, comme ça vendra plein de petits joujoux pour les enfants. Il y avait quand même une démarche artistique, et putain, je n'ai plus le mec qui avait... Bon, il reparlait de la prélogie, hein, pas des nouveaux films. Il y a un mec qui avait eu cette phrase, mais magnifique, tellement elle est criante de vérité. Il disait Star Wars première trilogie a été fait par des artistes, la deuxième par des mecs du marketing. C'est ça. Et la troisième, là, c'est pas ce qu'on... Non, mais là, on est dans la faisanderie totale. Parce que
parce qu'en fait, c'était ce qui était intéressant, c'est que en fait, c'est Fondation. De toute façon, Lucas, il a bien pompé Valérian de Mézières, il a bien pompé ne reviens pas sur Valérian, s'il te plaît. Mais ça aurait dû être un film, ça pourrait être une saga sur plusieurs générations, et c'est ça qui aurait pu être intéressant. Et qui a été raté. C'est pour ça que ça marche. Fondation est très intéressant pour ça. Espérons qu'un jour. Parce que voilà. Un jour, qui sait, peut-être dans une galaxie lointaine, on verra de bons films à nouveau. Je ne sais pas. En tout cas, bon, voilà. Bon, on va se quitter comme ça. Lolo, est-ce que tu aurais un film à recommander éventuellement pour pas qu'on finisse sur une mauvaise note? Life. Qui est sorti cette semaine? Ouais. Ah, Life, Life, oui, Life avec Gyllenhaal. Le film spatial avec son casting BCBG. Ouais, bah écoute, ouais. À voir. Moi, je vois la gueule des gens, je me dis, mais. Il surprend. T'as l'impression de. Tu y vas la tête baissée, les pieds en rampant, en disant, les pieds qui traînent. Casting, tu dis, vous êtes astronaute réellement? Ça surprend. Ça surprend vraiment parce que t'as l'impression d'aller voir Passenger. Et en fait, c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'était assez insupportable à ce niveau. Après, Gyllenhaal et. Son casting Reynolds, Variety, tu vois. Mais bon, là. Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson. Enfin, tu sais, bons acteurs. Gyllenhaal est un acteur qui c'est c'est-à-dire non il est à voir, c'est une surprise. L'idée de les voir en astronaute, tu vois, quand je me souviens que dans Apollo 13, t'avais Kevin Bacon, Tom Hanks et Bill Paxton. Ouais. Il dit bon. D'ailleurs, nos hommages à Bill Paxton, décédé. Tout à fait, ouais. Mais le grand acteur que de Cameron. Bon, eux, ils ont quand même plus la gueule d'astronaute, tu vois. Là, j'ai l'impression de voir je sais pas. On va rameuter. Mais ça passe. Franchement, t'as l'impression de voir Passenger, mais ça passe. Ça passe bien. Ça passe Angels. C'est bien tourné. Ok, c'est bien cool. fait. Bah écoutez, moi, le petit film, c'est pas un film qui est sorti récemment, mais qui a eu le droit à une ressortie en salle, et je vous conseille d'aller le voir très vite. C'est Vidéodrome de David Cronenberg, évidemment, à l'époque où il faisait encore des films artistiques et ne pédalait pas dans la semoule à dire que Kubrick, en gros, toute sa vie n'a fait que des films commerciaux. Quand tu prends Robert Pattinson pour Cosmopolis, tu m'expliques là ton délire là, David? Mais bon. Bon, il a tenté, mais c'est pas le... Bon, il a une période, clairement. T'as La Mouche, t'as Faux Semblant, t'as Scanners. Tu vois, des films un peu plus... Période de Mortensen était bien. Ah, moi, aussi. j'aime bien. La période mais après, Pattinson, je pense qu'il s'est un peu perdu, mais il y avait Maps to the Star qui était... Ouais, non, mais je le dis parce que sa petite pique avec Kubrick, elle m'a fait décrocher la mâchoire, quoi. Le mec... genre, je dis ça au moment où j'ai Robert Pattinson dans un de mes films, quoi. Mais bon. Mais voilà, Vidéodrome, qui est l'un des chefs-d'œuvre de David Cronenberg, sa période canadienne. Allez le voir. En plus, il y a un James Woods. Enfin, moi, j'adore James Woods, toujours, de le voir avec son... c'est une tronche, quoi, tu vois, qui aurait, selon moi, plus mérité d'être dans le live que Gyllenhaal ou Ryan Reynolds. Mais il y a Stéréo aussi, si tu as l'occasion de le voir. Tu parles de Vidéodrome, il y a Stéréo qui... Mais là, par contre, là, il faut être averti. Il faut être initié à Cronenberg, Stéréo. Ouais, mais après, oui, c'est sûr que c'est des films toujours très particuliers. Ouais. Et ben voilà, c'est sur ces recommandations, très chers amis, que s'achève ce nouveau Grand Nimp. Avant qu'on change d'air totalement, qu'on reparte pour 5 ans de politique, fiction, n'est-ce pas? Allez. C'était le dernier Grand Nimp avant que... avant la réélection de François Hollande. C'est ça, non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le premier tour d'abord. Ah oui, pas faux. C'est-à-dire qu'on saura pas la semaine prochaine qui est le président. C'est un peu comme The Voice. On devrait faire comme ça, on devrait se retourner. Ah non, t'es moche. Voilà, crétin, non. Non. Ouais, en tout cas, mes amis, n'oubliez pas d'aller voter, pour ceux qui n'ont pas de casier judiciaire. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Et puis surtout, n'oubliez jamais, chers amis, que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, alors, mais profitez-en. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune